Vous pensez probablement que le champ magnétique de la Terre est généré par une énorme sphère de fer solide, située au centre du globe, n'est-ce pas? Je fais référence à son noyau interne. Mais le problème est que, dans le noyau interne, les températures sont si élevées que le magnétisme du fer s'en trouve altéré. Lorsque cette température, appelée le point de Curie, est atteinte, les atomes ne peuvent qu'être plus s'aligner selon un axe magnétique. En réalité, le champ magnétique terrestre est engendré par le noyau externe en mouvement, et le magnétisme y est plus de 50 fois plus intense qu'à la surface. Le fer liquide du noyau externe conduit l'électricité de manière très efficace, ce qui permet la création des courants électriques générant le champ magnétique. Sans ce mécanisme, notre planète ne pourrait pas conserver d'atmosphère, et nous perdrions notre principale protection contre les radiations spatiales les plus nocives. Ce n'est pas le noyau externe qui a récemment suscité notre surprise. Selon les scientifiques, il est probable que le noyau interne de la Terre ait cessé de tourner par rapport au manteau et à la surface de la planète. Plus intriguant encore, il pourrait même inverser sa rotation. Examinons tout cela de plus près. La Terre est constituée de la croûte, du manteau, ainsi que des noyaux externes et internes. Le noyau interne solide se situe à environ 5200 km sous la croûte. Il est séparé du manteau semi-solide par le noyau externe liquide, celui-là même grâce auquel nous bénéficions du champ magnétique. Étant donné que ce noyau externe est liquide, il permet au noyau interne de tourner à une vitesse différente de celle de la rotation de la planète. Le noyau de la Terre a un rayon d'environ 3500 km et est presque aussi volumineux que Mars. Il est principalement composé de fer et de nickel et représente environ un tiers de la masse totale de la Terre. La rotation du noyau interne est alimentée par le noyau externe et il semble que le ralentissement du noyau ait débuté en 2009. Depuis lors, les relevés sismiques, qui variaient continuellement auparavant, montrent peu de différence. Cela conduit les scientifiques à conclure que la rotation du noyau interne pourrait être à l'arrêt. Nous ne sommes cependant pas confrontés à un scénario de catastrophe. Apparemment, la pause temporaire du noyau interne s'inscrit dans un cycle de 70 ans. Dans ce cycle, le noyau change de direction tous les 35 ans environ. Cela pourrait influencer le champ magnétique terrestre ainsi que la durée du jour. Mais certains chercheurs restent sceptiques, tandis que d'autres scientifiques vont même jusqu'à affirmer que le noyau interne serait complètement immobile. Mais que se passerait-il si le noyau terrestre cessait effectivement de tourner? Si cela concernait uniquement le noyau interne solide, la réponse serait « rien de particulièrement dramatique », même dans le cas où il ne se contenterait pas de changer simplement le sens de sa rotation, comme il semble le faire actuellement, mais s'arrêter totalement. Cela n'affecterait que la vitesse de rotation de la Terre. Celle-ci ralentirait, allongeant ainsi la durée des journées. De plus, à long terme, cela pourrait altérer le champ magnétique de notre planète, ce qui serait une mauvaise nouvelle. Pas aussi mauvaise que l'arrêt de la rotation du noyau externe, néanmoins. Comme vous le savez, l'absence de rotation de ce noyau externe entraînerait la perte de notre champ magnétique. Cela marquerait le début du déclin de notre planète et les conséquences seraient désastreuses. Les plaques tectoniques commenceraient à entrer en collision, entraînant des perturbations majeures. Comme lorsque, dans un bus, le conducteur freine brusquement et vous projette sur les passagers environnants, un phénomène similaire se produirait à une échelle planétaire. La collision soudaine des plaques tectoniques provoquerait des séismes destructeurs le long des frontières des plaques à travers le monde. Ils anéantiraient les bâtiments, ponts et routes, dévastant nos infrastructures. Les systèmes d'approvisionnement en eau, en électricité et les lignes téléphoniques seraient également détruits, et ce ne serait que le début. En l'absence de champ magnétique protecteur, les radiations cosmiques commenceraient à atteindre la surface de notre planète. Ces particules énergétiques provenant du Soleil interagiraient avec l'oxygène et l'azote de notre atmosphère, détruisant ainsi la couche d'ozone. Cela permettrait à un plus grand nombre de rayons cosmiques de parvenir à la surface terrestre. Ces radiations nuiraient à toutes sortes d'équipements électroniques et provoqueraient des pannes dans les réseaux électriques. Les répercussions seraient catastrophiques non seulement pour les humains, mais également pour l'ensemble des formes de vie sur Terre. Un noyau stationnaire compliquerait considérablement le repérage. Les gens devraient recommencer à utiliser des cartes routières, car les boussoles deviendraient obsolètes. De plus, cela compliquerait, voire rendrait impossible, la migration des animaux. Les oiseaux perdraient leur orientation,
et les tortues auraient les plus grandes difficultés à retrouver les plages où elles pondent leurs œufs. Heureusement, il y a peu de chances que nous soyons confrontés à un tel scénario, car il est extrêmement improbable que le noyau externe de notre planète ne cesse jamais de tourner. Souhaitez-vous découvrir quelque chose d'exceptionnel? Alors écoutez ceci. Le noyau interne de notre planète possède son propre noyau. Les scientifiques ont récemment fait cette découverte. Ils ont appris que ce noyau dans le noyau pourrait s'être formé il y a environ 500 millions d'années, à la suite de changements géologiques majeurs. Que dire des autres planètes? Possèdent-elles des noyaux semblables à celui de la Terre? Prenons Mars, l'un de nos voisins les plus proches. Son cœur est de la taille de la Lune et presque 2 fois plus dense. Les scientifiques ont tiré cette conclusion après avoir analysé les données relatives au premier séisme martien observé ainsi qu'à l'impact d'une météorite. Ces événements ont été capturés par l'atterrisseur InSight de la NASA, qui surveillait l'activité sismique de la planète rouge depuis 4 ans. Les chercheurs estiment également que le noyau de Mars est constitué pour l'essentiel d'un alliage de fer liquide avec une petite proportion d'hydrogène, d'oxygène et de carbone. Autrefois, Mars possédait probablement un noyau en rotation qui soutenait le champ magnétique de la planète. Il est même possible qu'il y ait eu des océans chauds, foisonnants de vie. Cependant, quelque chose a dû se produire. Et un jour, le noyau de la planète rouge s'est figé. Cela a vraisemblablement conduit à l'affaiblissement de son champ magnétique autrefois puissant. L'atmosphère de Mars a été emportée par de puissants vents solaires, se déplaçant à plusieurs centaines de kilomètres à la seconde, transformant ainsi la planète rouge en un désert aride et stérile. Qu'en est-il des géantes gazeuses? Prenons la plus grande des planètes du système solaire, Jupiter. Elle est 2 fois plus massive que toutes les autres planètes combinées. Environ 1300 terres pourraient tenir dans cet immense corps céleste. Jupiter possède également la journée la plus courte de tout notre système, à peine 10 heures terrestres. Néanmoins, la géante gazeuse met 12 années terrestres pour compléter une orbite autour du Soleil. Jupiter est probablement apparu en même temps que le reste de notre système stellaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. Ce qui est particulièrement fascinant avec cette géante gazeuse, c'est qu'elle possède les mêmes composants qu'une étoile. Malheureusement, ou vaudrait-il mieux s'en réjouir, elle n'a pas atteint une masse suffisante pour déclencher de fusion nucléaire. Les chercheurs ne savent pas avec certitude à quoi ressemble le noyau de Jupiter. Selon la plupart des théories, la géante gazeuse posséderait un noyau dense composé d'éléments lourds. Au cours de sa formation, ce noyau était probablement constitué de débris, de matériaux glacés et d'autres petits objets, tels que des comètes et des astéroïdes, se déplaçant rapidement. Grâce à leur gravité mutuelle, ces fragments se sont agglomérés, formant des morceaux plus grands qui ont finalement constitué le noyau de Jupiter. À un moment donné, ce noyau est devenu suffisamment massif pour commencer à attirer l'hydrogène et l'hélium. De plus en plus de gaz s'est accumulé, jusqu'à former Jupiter tel que nous connaissons aujourd'hui. Il est également possible que Jupiter n'ait pas de noyau distinct, ou peut-être que celui-ci a existé autrefois mais s'est depuis érodé. Espérons que nous pourrons bientôt répondre à ces questions, car Juno, la sonde spatiale de la NASA, orbite en ce moment même autour de Jupiter et recueille des données sur ses champs gravitationnels et magnétiques. Alors, qu'en est-il du champ magnétique de la géante gazeuse, vous demanderez-vous? Existe-t-il seulement? Tout à fait. Jupiter est entouré d'un champ magnétique colossal qui constitue sa magnétosphère. Il y a quelque chose d'anormal. On dirait que la Terre tremble. Ce n'est clairement pas un séisme, et ça ne fait qu'empirer. Les nuages semblent se déplacer plus vite que d'habitude, et les animaux deviennent fous. Le présentateur du journal télévisé apparaît avec un air alarmé et dit « Bonjour, nous sommes désolés d'interrompre votre programme. Les scientifiques viennent de découvrir que la rotation de la Terre fluctuait à un rythme inhabituel. Un groupe de spécialistes pense que la Terre accélère sa rotation à chaque seconde. Et ils ne savent pas pourquoi. Même si la Terre augmentait sa vitesse de 1,6 km/h, la journée ne raccourcirait que d'1 minute et demie environ. On ne le sentirait pas vraiment et on pourrait continuer comme si de rien n'était. Mais à mesure que la Terre tourne plus vite, nos corps qui sont adaptés à un rythme de 24 heures auront du mal à s'y faire. Si tu vis près de l'équateur, cela signifie que la rotation de la Terre est plus rapide qu'au pôle Nord et Sud. La zone située près de l'équateur a besoin de plus de temps
pour effectuer sa rotation complète. Il pleuvra aussi plus que d'habitude. La rotation de la Terre maintient la météo en équilibre, de sorte que rien d'anormal ne se produit. Mais comme la Terre bouge plus vite, le climat s'emballe. Nous commencerons à voir plus de tempêtes et nous passerons plus de temps au chaud à l'intérieur à siroter un chocolat chaud. Même si cela semble bizarre, tout le monde peut continuer à mener sa petite vie. Mais si la Terre prenait un peu plus de vitesse et tournait à 45 mètres par seconde, la journée serait réduite à seulement 22 heures. Cela donnerait un peu l'impression d'être en décalage horaire en permanence. Toutes les entreprises travaillent avec un horaire de 24 heures par jour, de sorte qu'enlever ne serait-ce que 2 heures peut avoir des effets catastrophiques sur l'économie mondiale. L'ensemble du calendrier devra changer et s'adapter au nouveau rythme. Les designs des horloges changeront et elles ne comporteront plus que 10 segments. Et à chaque semaine, les journées raccourciront, de sorte qu'il n'y aura plus de moyens appropriés de connaître l'heure, sauf par les couchers et les levées de soleil. Le temps continuera à se dérégler, avec l'impression que la pluie ne s'arrête jamais. Les animaux qui dépendent des schémas météorologiques ne sauront plus comment se comporter, et des migrations de masse se produiront pour presque toutes les espèces. Des volées d'oiseaux voleront partout et atteindront des endroits où ils ne vont normalement pas, ce qui affectera toute la chaîne alimentaire et les écosystèmes. Les forêts, les jungles et les autres endroits peuplés par des animaux sont maintenus en équilibre lorsqu'ils ne sont pas affectés par les humains. S'il pleut constamment dans certaines zones, les inondations obligeront les animaux à se déplacer vers d'autres territoires et à rivaliser avec les prédateurs de la région. Si la Terre prenait de la vitesse chaque jour, alors en te tenant sur une balance dans l'Arctique, tu verrais que tu pèses 81 kg. Mais sur l'équateur, tu pourrais peser seulement 80 kg. C'est à cause de la force supplémentaire qui s'oppose à la gravité dans cette zone. Avec la Terre tournant plus vite, toutes les compagnies aériennes du monde entier se sont arrêtées, car les systèmes radars se sont détraqués et la météo est trop dangereuse pour voler. Tout le monde doit se déplacer en voiture. Les satellites sont positionnés de telle manière qu'il est crucial qu'ils restent là où ils sont afin de faire rebondir les signaux vers nous. À cause de ce qui se passe, les signaux Wi-Fi et TV ne peuvent plus passer. Les communications dans le monde entier vont finir par être courtes et lentes. Et finalement, nous aurons une panne totale de communication. Les navires cesseront de fonctionner et le commerce mondial s'effondrera, ajoutant des dommages supplémentaires à l'économie mondiale déjà défaillante. Les vents seront plus forts et plus rapides que d'habitude, ce qui signifie que les températures changeront. Les tempêtes et les ouragans seront plus forts que jamais et auront plus d'énergie destructrice. Et à 160 km/h, les régions équatoriennes seront englouties sous l'eau. Le bassin de l'Amazone et les petites îles seront désormais complètement submergés sous environ 15 mètres d'eau. La plupart des plantes seront en danger, surtout près de l'équateur. Avec les forêts menacées par les inondations, davantage d'écosystèmes seront en danger. Les arbres et les plantes ne survivront pas à tant d'inondations. Si la Terre tournait si vite que les journées étaient réduites à 15 heures par jour, nous aurions probablement l'impression d'être toujours dans un avion à réaction traversant des turbulences. Il serait impossible de dormir si la Terre continuait à prendre de la vitesse à chaque seconde de la journée. Les jours dureraient environ 7 heures, de même que les nuits. Le monde entier serait inondé, à l'exception des points les plus élevés des plus hautes chaînes de montagnes. Si cela se produit, les humains finiront très probablement par s'accrocher aux dernières parcelles de terre dégagées. La plupart de la vie animale disparaîtra. Et à mesure que la Terre tourne de plus en plus vite, la croûte terrestre perdra de sa dureté, ce qui engendrera des tremblements de terre plus fréquents et plus forts. Des volcans entreront en éruption un peu partout, même s'ils seront immergés par les eaux. Cela va continuer comme ça pendant un bon moment. De nombreuses catastrophes naturelles majeures comme les séismes, les tsunamis, les volcans et même la fonte des calottes glaciaires ont accéléré la vitesse de la Terre de quelques millisecondes. Alors que la vitesse de la Terre continue d'augmenter, ces catastrophes naturelles vont faire que la planète tourne encore plus vite. Même si ce n'est que de quelques millisecondes, c'est suffisant pour avoir des conséquences majeures. La Terre tourne maintenant à 1600 km/h. Et alors que tu es assis avec le reste des survivants, tu te sens en légère lévitation. Tu vois des petits cailloux et des rochers qui flottent à quelques centimètres du sol. Les nuages au-dessus de toi passent comme des étoiles filantes. L'air est épais et humide car l'eau monte vers le haut, formant de gros nuages prêts à déverser leur eau. Mais comme la gravité est plus faible, une partie de la pluie est en suspension dans l'air.
De nombreux petits objets flottent autour de toi comme si tu étais dans l'espace. Les jours et les nuits ne durent pas plus de quelques heures. À ce stade, le monde entier est inondé et la croûte terrestre a disparu à 80%. Si cela dure plus longtemps, il n'y aura plus aucun être vivant, à l'exception peut-être de créatures microscopiques qui peuvent résister à des conditions extrêmes. Il faudrait que la Terre tourne à environ 28 300 km/h pour annuler la gravité et que les choses commencent à flotter. À ce moment-là, toute l'eau de l'océan va s'élever dans les airs et ressembler à une pluie inversée. Les gros rochers des montagnes se sépareront du socle rocheux et léviteront au-dessus du sol, ressemblant à de petites planètes dans l'espace. La Terre tourne maintenant 17 fois plus vite que d'habitude, ce qui fait qu'une rotation complète autour de son axe ne dure que 84 minutes au lieu de 24 heures. Si tu parviens à rester en vie aussi longtemps, tu verras littéralement les jours et les nuits passer en un instant. Tu flotteras aussi sans but dans le ciel, heurtant des rochers et d'autres surfaces. Tu ne reconnaîtras plus rien. La croûte terrestre se déchire, exposant le magma qui se trouve en dessous. Atterrir sur le sol n'est pas une option. Tu vois l'espace à mesure que tu montes de plus en plus haut. Tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas, mais tout ce que tu sais, c'est que tu es probablement le seul humain restant dans ce monde en rotation. La Terre finira par tourner si vite que le reste des couches commencera à se détacher, exposant l'intérieur de la Terre. Elle commencera à s'aplatir autour de son noyau jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une crêpe. Rien ne pourra survivre à ce stade. Une telle quantité de chaleur sera produite par le noyau que la planète chauffera comme dans un micro-ondes. Toute l'eau disparaîtra et la Terre ressemblera à un point rouge dans le système solaire. Et lorsqu'elle commencera à s'approcher de la vitesse de la lumière, le temps se figera. Les rochers et les éléments flottants ne bougeront plus et finiront par être déformés. Et avec suffisamment d'efforts, la Terre finira par se transformer en un trou noir. Bien sûr, rien de tel ne se produira jamais. Selon les scientifiques, la Terre va très probablement ralentir sa rotation. Depuis que la Lune est entrée en scène, la Terre ralentit d'environ 6 km/h tous les 10 millions d'années environ. C'est à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune sur notre planète bleue. Et il est fort probable que cela continue ainsi. Alors ne sois pas si pressé. La rotation est une chose drôle. Pas dans le sens marrante, mais plutôt du genre étrange. Non seulement tu ne peux pas la sentir, mais toutes les choses la suivent. Des galaxies aux atomes, l'univers nous fait tourner. Étrangement, il a été plus difficile de prouver que la Terre tourne sur elle-même que de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. En 1610, Galilée, le père de la science expérimentale, a fourni la première preuve que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Galilée a montré dans son télescope que Vénus passait par des phases comme la Lune. La seule conclusion possible était que Vénus tournait autour du Soleil. Affaire classée, les planètes tournent. Mais ce n'est que 241 ans plus tard, le 31 mars 1851 pour être exact, que Léon Foucault a prouvé que la Terre tournait elle aussi. Foucault a installé un pendule géant au plafond de 67 mètres de haut du Panthéon à Paris. Cela fait beaucoup de paix. Une foule de scientifiques et de journalistes observaient le sol tourner sous le pendule géant. « La Terre tourne !» crièrent-ils alors. C'est QFD. Un autre aspect étrange de la rotation est que, bien que la Terre tourne à une vitesse constante, la surface de la Terre se déplace à des vitesses différentes selon les latitudes. Il en va de même pour chaque planète et chaque étoile. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace plus rapidement, à 1670 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui n'est que de 1225 km/h. À mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord ou sud, à 45 degrés de latitude, la Terre tourne à 1180 km/h. Si tu es au pôle nord ou sud, il te faudrait 24 heures pour faire un seul tour sur toi-même. Et ce serait en plus à la fois ennuyeux et froid. L'un des résultats de ces vitesses de rotation différentielles de la Terre est qu'elle crée des ceintures et des bandes non seulement dans l'atmosphère, mais aussi à la surface de la Terre. Jupiter, bien entendu, est célèbre pour les ceintures et les bandes dans ses nuages causées par la rotation rapide de la planète géante à environ 45 000 km/h.
Les ceintures et les bandes à la surface de la Terre sont moins connues, mais nous en avons aussi. Nous avons de la glace blanche aux pôles nord et sud, et entre les deux pôles, il y a une alternance de ceintures et de bandes de désert de sable sec et de végétation verte humide. Cette géographie essentielle est particulièrement visible lorsque l'on regarde la Terre tourner dans l'espace. Les agences spatiales utilisent la rotation différentielle de la Terre à leur avantage. Elles lancent leurs fusées aussi près que possible de l'équateur. La NASA utilise Cap Canaveral, près de la pointe sud de la Californie, et l'ESA, l'agence spatiale européenne, utilise le centre spatial de la Guyane, en Guyane française, en Amérique du Sud, presque exactement à l'équateur. Comme le sol sous une fusée près de l'équateur tourne à une plus grande vitesse, cela donne à la fusée une impulsion dans l'espace que les sites de lancement près des pôles ne peuvent pas fournir. On cherche toujours à économiser du carburant, tu vois. En parlant de Jupiter, comme je l'ai fait il y a environ 3 paragraphes, l'axe de rotation de la grande planète est encore moins incliné que celui du Soleil. Le Soleil est incliné à un angle d'environ 6 degrés, alors que Jupiter est incliné de 3 degrés seulement. Jupiter se tient presque parfaitement droit, ce qui, combiné à la grande vitesse à laquelle Jupiter tourne, sa journée entière dure moins de 10 heures. Cela fait de Jupiter un gyroscope géant. La stabilité gyroscopique de Jupiter, combinée à son énorme gravité, confère une stabilité à l'ensemble du système solaire. En d'autres termes, Jupiter empêche les facteurs de chaos de perturber les orbites des autres planètes. Si Jupiter ne tournait pas comme un gyroscope stable, le système solaire n'aurait jamais pu rester intact pendant les milliards d'années qu'il a connus. Les systèmes solaires des exoplanètes montrent des signes de chaos dans leurs orbites. Ils pourraient utiliser un gyroscope comme Jupiter pour les maintenir ensemble. La rotation est le véritable héros ici. Quant au Soleil, sa rotation différentielle a un effet important sur l'activité des taches solaires. Les taches solaires sont des points ou des taches qui apparaissent parfois à la surface du Soleil, généralement à des latitudes moyennes dans les hémisphères nord et sud du Soleil. Lorsque l'activité des taches solaires augmente sur le Soleil, les taches solaires commencent à se rapprocher de l'équateur. Peu de taches solaires sont visibles près des pôles. Avec la rotation différentielle, les gaz à l'équateur du Soleil se déplacent plus rapidement que les gaz au pôle de celui-ci. Ce mouvement différentiel des gaz tord les lignes de champ magnétique dans le Soleil, ce qui provoque leur rupture. Les taches solaires sont des éruptions magnétiques qui s'élèvent à la surface du Soleil, projettent des gaz électrisés loin dans l'espace et émettent un rayonnement ultraviolet très intense, souvent en direction de la Terre. Wow! Rassure-toi, la rotation différentielle de la Terre nous protège. Non seulement la Terre tourne de manière différentielle à sa surface, mais aussi en son centre. Les études des relevés sismiques des ondes de choc des tremblements de terre indiquent que le noyau métallique de la Terre tourne légèrement plus vite que la surface de notre planète. Les scientifiques pensent que la rotation différentielle du noyau métallique de la Terre au sein du liquide métallique qui tourne plus lentement crée la magnétosphère qui part des pôles de la Terre et s'étend loin dans l'espace. Cette magnétosphère protège la Terre des gaz électrisés provenant du Soleil. Vive la rotation! Au loin! Le mégaséisme de 9.0 en 2011 au large des côtes du Japon a réorganisé la masse de la croûte terrestre et a provoqué une accélération de la rotation de la Terre. La journée a raccourci. Pas beaucoup plus court, 1,6 millionième de seconde. Mais nous sommes habitués à voir la rotation de la Terre ralentir. La rotation de la Terre, sous l'action de la marée due à l'effet gravitationnel de la Lune sur les océans, draine l'énergie cinétique de la rotation de la Terre, ce qui entraîne un ralentissement de la planète. Chaque jour devient plus long, environ 2 millièmes de seconde de plus. Eh bien, je dois encore ajuster ma montre. Les années bissextiles, nous le savons tous, sont celles où nous avons un jour au calendrier tous les 4 ans, le 29 février, pour redresser la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil, qui dure 365 jours et un quart. Mais les secondes intercalaires sont ajoutées aux horloges de temps à autre pour les synchroniser avec le ralentissement de la rotation de la Terre et permettre de rattraper le retard. Comme si la Terre se souciait de nos montres. 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis 1972. La dernière seconde intercalaire a été ajoutée le 31 décembre 2016 et a fait afficher aux horloges 6h59 60 secondes PM. Oui, je ne l'avais pas remarqué non plus. Mais la rotation de la Terre s'est accélérée de manière inattendue ces derniers temps. Normalement, il faut 86 400 secondes à la Terre pour effectuer une rotation, mesurée par un ensemble d'horloges atomiques situées dans différents endroits de la planète et coordonnées par un service spécial à Paris. Oui, on paye des gens pour ça. Le 19 juillet 2020 a été le jour le plus court jamais enregistré, soit 1,46 millisecondes de moins que les 86 400 habituels. Nom de Dieu!
Si cela continue encore pendant 5 ans, ils devront peut-être ajouter une seconde intercalaire négative pour synchroniser nos horloges avec la rotation croissante de la Terre. Les ordinateurs et les satellites ne vont pas aimer voir leurs horloges affichées 1er janvier à 0h, et on dit que le temps ne peut pas reculer. Au moins, la Terre ne s'est pas mise à tourner à l'envers ou à s'arrêter complètement de tourner. Ce serait catastrophique. Tout s'écraserait en avant à la vitesse différentielle de rotation de la Terre. Pourtant, c'est ce qui semble être arrivé à la planète la plus proche de la Terre, Vénus. Vénus tourne très lentement en arrière, en rétrograde, et c'est très inhabituel. Comment cela se fait-il ? Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi Vénus tourne en mouvement rétrograde, alors que toutes les autres planètes tournent en mouvement prograde, c'est-à-dire en avant. Les liquides à l'intérieur d'une sphère en rotation, comme une planète, ont beaucoup d'inertie. C'est pourquoi, lorsque tu sors un œuf du réfrigérateur, par exemple, et que tu essayes de le faire tourner, il ne tourne pas. Le liquide à l'intérieur reste immobile. Son inertie résiste à la tentative de le faire tourner. Cependant, si finalement, après de nombreux tours, tu parviens à faire tourner l'œuf cru, il sera difficile de l'arrêter de tourner. Si tu le prends et le reposes, l'œuf recommence à tourner. Parce que l'inertie du liquide à l'intérieur continue d'avancer. Tu as seulement empêché la coquille de tourner. Quelque chose comme ça a pu arriver à Vénus. Attends une minute. Vénus ? Backspin ? Tennis ? Je pense qu'il y a un lien ici, quelque part. Nous savons que sur la planète Vénus, un jour est plus long qu'une année. Il faut plus de temps à Vénus pour faire une fois une rotation lente vers l'arrière qu'il ne lui faut pour faire une fois le tour du Soleil. Mais Vénus ralentit de façon spectaculaire, de 6,5 minutes au cours des 25 dernières années. S'il y a encore du liquide à l'intérieur de Vénus et que le mouvement se poursuit, nous pourrions voir Vénus arrêter complètement de tourner à l'envers et recommencer à tourner vers l'avant. Allez Vénus, fais comme tout le monde! Cette histoire de rotation rétrograde et prograde est assez mystérieuse. Il semble que tout a tendance à tourner dans un mouvement prograde. Si tu mets ta main droite en boule et que tu lèves ton pouce pour indiquer le nord, puis que tu recourbes ton poignet vers toi, tu effectues un mouvement prograde. Tes doigts du côté gauche de ta main se déplacent vers toi. Les trous noirs, les systèmes solaires, les galaxies, les atomes, les étoiles, etc. semblent tous tourner de manière prograde, selon l'angle sous lequel on les observe. Les expériences menées au grand collisionneur de Hadron indiquent que les particules subatomiques tournent vers la gauche, de manière prograde. Il semble donc que nous soyons dans un univers à gauche. Alors, pourquoi est-il si difficile de trouver un ouvre-boîte manuel ou un mètre-ruban pour gaucher ? Je n'en sais rien, c'est un vrai mystère. Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie « objet céleste vacillant ». La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA. Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète.
La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très très longtemps, mais pas dans une galaxie très très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux. Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalé ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ 4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ses premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites. Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chaud qui tournait autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était alors moins intense, ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Les planètes naines nous donnent un aperçu des plus anciennes années du système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, les forces gravitationnelles de Jupiter, Saturne et Neptune se sont unies. Elles ont projeté des astéroïdes et des comètes à toute vitesse dans le système solaire, les faisant entrer en collision avec différentes planètes. Toutes les planètes naines de la ceinture de Kuiper, par exemple Pluton, Eris, Oméa, Makemake, ont leur propre lune qui se sont probablement formées après de puissantes collisions. Des débris glacés sur des orbites similaires à celles d'Oméa, par exemple, peuvent prouver la théorie d'une ancienne collision. Les débris qu'elle a créés n'avaient tout simplement pas assez d'énergie pour flotter loin de la force gravitationnelle de la planète naine. Cérès, une autre planète naine, a des argiles riches en ammoniac à sa surface. L'ammoniac n'est pas stable aux températures qui règnent sur Cérès, mais il y a beaucoup de cette substance dans le système solaire externe. Cela signifie que Cérès s'est probablement formé dans ses parties extérieures et a été projeté vers l'intérieur. Après tout, les géantes gazeuses migraient beaucoup lors des premiers stades du système solaire. Ou bien la planète naine pourrait s'être formée dans une ceinture d'astéroïdes, et l'ammoniac est apparu d'une manière ou d'une autre, mettons après un
un puissant impact sur la planète naine. Cérès pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les lunes glacées. Le fond des océans sur Terre a une forte concentration de minéraux carbonates et certaines parties de Cérès en ont aussi. Cela signifie que cette planète naine est comme une sorte de monde océanique fossilisé. De nombreuses exoplanètes, un terme utilisé pour les planètes situées en dehors du système solaire, ont également subi des collisions assez intenses à leur début. Ce système à double étoile se trouve à plus de 300 années-lumière de nous, et ces étoiles ont au moins 1 milliard d'années. Même s'il n'est pas jeune, ce système montre encore quelques signes de nuages tourbillonnants de débris poussiéreux qui n'ont pas encore refroidi, ce qui n'est pas quelque chose que l'on attendait d'un système stellaire de cet âge. Ces débris sont encore chauds, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu une forte collision de 2 planètes ou d'autres corps spatiaux de taille similaire dans cette région, et ce relativement récemment. Les particules de poussière tournent autour d'une jeune étoile. Elles se collent les unes aux autres et grossissent avec le temps, et c'est ainsi que les planètes se forment. Les restes de poussière se dépose souvent dans des régions lointaines et froides. Un exemple dans notre système solaire est la ceinture de Kuiper. Elle est située très loin, au-delà de Neptune. À mesure que les systèmes solaires évoluent, ces particules continuent d'entrer en collision jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles finissent par être attirées par les étoiles voisines ou expulsées du système. Uranus tourne de façon penchée si on la compare au reste des planètes de notre système solaire, et la seule explication que nous en ayons est une puissante collision dans le passé, quelque chose de bien plus gros qu'une comète ordinaire ou qu'un autre corps spatial de taille similaire a probablement heurté Uranus et a incliné l'orbite de la planète. C'était probablement une planète de 2 fois la taille de la Terre. Il pourrait s'agir d'une protoplanète, c'est-à-dire un corps spatial composé principalement de glace et de roches qui tourne autour d'une étoile et qui est susceptible de se transformer en planète à un moment donné dans le futur. Quoi qu'il en soit, les retombées de l'impact ont étouffé le noyau d'Uranus. Cela a empêché la chaleur à l'intérieur de la planète de s'échapper. Cela pourrait expliquer pourquoi Uranus a des températures extrêmement froides à sa surface. Alors n'oublie pas ton manteau. La Terre gagne 40 000 tonnes de masse chaque année. De plus en plus de gens qui naissent, de nouveaux bâtiments et structures qui sont construits, on pourrait penser que cela ajoute de la masse, mais non, puisque tout ça est créé à partir de matière qui existe déjà sur la Terre. Il s'agit en fait de poussière tombant de l'espace sur notre planète. Cette poussière est constituée de résidus provenant de notre système solaire, comme des corps spatiaux qui n'ont jamais réussi à se former en planète, ou des astéroïdes et des météores qui se sont désagrégés en chemin et qui dérivent depuis. Notre planète est là comme un aspirateur géant qui attire toutes ces particules de poussière du fait de la gravité. Donc oui, la Terre prend du poids, mais certains calculs affirment aussi que la planète entière, y compris l'atmosphère et les océans, perd environ 50 000 tonnes de masse chaque année. Des gaz comme l'hydrogène et l'hélium se trouvent dans l'atmosphère de notre planète, mais ils sont si légers que la gravité ne peut pas les y retenir. Ainsi, d'énormes quantités de ces gaz s'échappent de notre planète chaque année, à raison de 3 kg d'hydrogène chaque seconde. Cela semble beaucoup, mais la Terre est vraiment lourde, donc il faudrait des milliards d'années pour que tout l'hydrogène s'échappe de notre atmosphère. De plus, le noyau de la planète est comme une sorte de gros réacteur nucléaire. Il fonctionne en permanence, donc il perd progressivement de l'énergie, ce qui signifie qu'il perd aussi de la masse. Notre planète n'est pas une sphère de forme parfaite, mais plutôt une sphère aplatie. Lorsqu'elle tourne, la gravité est dirigée vers le centre de la Terre, tandis qu'une force centrifuge est dirigée vers l'extérieur. La Terre a un axe incliné, donc la force centrifuge ne s'oppose pas exactement à la gravité. De plus, la gravité pousse ces masses supplémentaires de terre et d'eau à l'équateur en formant un renflement. La Terre a aussi un tour de taille de 40 000 km. Tu pèses davantage au pôle qu'à l'équateur, mais pour perdre du poids, la meilleure option serait Pluton. Une personne de 68 kg y pèserait environ 5 kg. Évite Jupiter, la même personne y pèserait plus de 160 kg. Notre planète est verte et bleue aujourd'hui, mais il y a de fortes chances qu'elle ait été violette autrefois. Les scientifiques pensent que les anciens microbes auraient pu utiliser une autre molécule pour exploiter la lumière du soleil, à la place de la chlorophylle qui donne aux plantes leur couleur verte. Cette molécule a peut-être coloré les organismes vivants dans une teinte plus violette. La Terre est électrique. Un seul coup de foudre peut chauffer l'air à plus de 27 750 degrés Celsius, ce qui provoque une expansion rapide de l'air. Cet air en expansion produit une onde de choc que nous connaissons sous le nom de tonnerre. 6000 éclairs se produisent sur toute la planète chaque minute.
et le plus long s'est produit dans le ciel du Brésil avec une longueur de 700 km. Des études plus récentes ont révélé que le noyau de la Terre est aussi chaud que la surface du Soleil, soit plus de 5200 degrés Celsius. L'endroit le plus sec du monde est le désert d'Atacama, à cheval entre le Pérou et le Chili. Le cœur de ce désert abrite des endroits où aucune goutte de pluie n'a jamais été enregistrée. L'endroit le plus froid du monde est naturellement l'Antarctique, où les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à moins 73 degrés Celsius. C'est aussi le plus grand désert que nous ayons sur Terre. On imagine souvent les déserts comme des zones infinies, sablonneuses et incroyablement chaudes. Mais il existe aussi des déserts côtiers, subtropicaux et polaires. Ils sont tous caractérisés par des terres arides et balayées par le vent, ce qui les rend très difficiles à peupler pour les animaux et les plantes. L'océan Pacifique est le plus grand bassin océanique de la Terre. Il couvre une énorme superficie de près de 207 millions de kilomètres carrés. Le Pacifique contient plus de la moitié de l'eau de notre planète et il est si grand que tous les continents pourraient y tenir. La Terre avait autrefois 2 lunes, ou du moins c'est ce que croient les scientifiques. La deuxième était presque 3 fois plus petite que celle que nous avons aujourd'hui et a peut-être tourné autour de notre planète avant de s'écraser sur la plus grosse. Cette collision pourrait expliquer pourquoi les 2 côtés de la Lune qui a survécu ne sont pas identiques et pourquoi il y a encore des tremblements de Lune. De notre point de vue, elle semble plutôt inactive, mais le sol y tremble absolument, bien que dans une moindre mesure que sur Terre. Les tremblements de Lune se produisent à de grandes profondeurs, surtout à mi-chemin entre le centre lunaire et sa surface. Pour découvrir la plus longue chaîne de montagnes au monde, il faut regarder très bas, sous la surface de l'océan Atlantique. C'est une chaîne de volcans qui s'élève à environ 5500 mètres au-dessus du fond et s'étend sur plus de 65 000 km. Nous avons une planète magnifique, âgée de plus de 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est 10 000 fois plus vieille que les humains. Mais elle n'est plus tout à fait la même qu'à son origine. Le sol sur lequel nous marchons a été recyclé. La Terre a en effet son propre cycle. Le magma des profondeurs remonte et se durcit pour former la matière rocheuse. Les mouvements tectoniques apportent la roche à la surface où l'érosion se produit. C'est un processus durant lequel le vent, l'eau ou une autre force naturelle brise la roche et la modifie. Ces petits morceaux sont enfouis, amassés et compactés pour former des roches sédimentaires comme le grès. Si ces roches sont enterrées assez profondément, elles sont cuites et transformées en magma et tout le cycle se répète à nouveau. Nous nous sommes habitués à voir de la lave et des cendres sortir des volcans, mais certains d'entre eux produisent même leurs propres éclairs. En 2020, le volcan Taal, qui se trouve à environ 65 km de la capitale des Philippines, Manille, a commencé à projeter de la fumée et des cendres très haut dans les airs. À l'intérieur de sa colonne de cendres, de petits morceaux se sont entrechoqués et ont ensuite produit des éclairs que les gens ont pu voir se répandre dans le ciel. Les lacs peuvent aussi devenir fous et exploser. Nyos, Monoun et Kivu sont 3 lacs qui se trouvent au-dessus de volcans. Comme il y a du magma sous leur surface, du dioxyde de carbone est libéré dans les lacs, ce qui crée une profonde couche de gaz au-dessus du lit du lac. C'est assez rare, mais le dioxyde de carbone peut soudainement faire éruption dans le lac et former un nuage de gaz désagréable, semblable à celui produit par un volcan. 70% de la surface de notre planète est recouverte d'océans, mais nous n'en avons exploré que 5%. Et il y a environ 300 millions d'années, nous n'avions qu'un seul supercontinent massif appelé Pangée, avec un seul océan énorme, Pantalassa. Étonnamment, les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes. Ils sont composés de petits polypes coralliens, mais ensemble, ils forment une véritable communauté d'organismes et une partie très importante de l'écosystème de la Terre. Certaines structures coralliennes peuvent même être vues depuis l'espace. La surface de la Terre n'est pas formée de façon tout à fait homogène, ce qui signifie que sa masse est aussi inégalement répartie. Ainsi, le niveau de gravité n'est pas le même à tous les endroits de la Terre. Il y a une mystérieuse anomalie dans la baie d'Hudson, au Canada. La gravité y est plus faible que dans les autres régions environnantes, et les scientifiques pensent que c'est à cause de la fonte des glaciers. Pendant la dernière période glaciaire, cette région était couverte de glace, qui a désormais fondu depuis longtemps. Mais la planète ne s'est pas complètement remise de son fardeau glacé. Sur une zone donnée, la gravité est proportionnelle à sa masse. Or, le glacier a laissé une empreinte qui a repoussé une partie de la masse de la planète, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la gravité est plus faible dans cette zone. Certains microbes deviennent plus méchants dans l'espace, en l'absence de gravité. Des études ont montré que certaines bactéries, comme la salmonelle, peuvent faire de plus gros dégâts dans l'espace car il y a quelque chose dans le manque de gravité qui les rend plus résistantes et modifie leur activité.
Les vrais films d'horreur dans l'espace devraient donc être basés non pas sur des extraterrestres, mais sur nos bestioles terrestres qui deviennent plus dangereuses sans gravité. Les jours sur Terre s'allongent lentement. Lorsque la planète s'est formée, les jours duraient environ 6 heures, mais ils se sont progressivement allongés. Il y a 620 millions d'années, une journée durait 22 heures. Aujourd'hui, elle dure 24 heures, mais ce chiffre augmente d'environ 1,7 millisecondes par siècle. Cela se produit à cause de la Lune. Elle ralentit la rotation de notre planète à cause des marées qu'elle contribue à créer. Lorsque la Terre tourne, les bourrelets océaniques de marée sont tirés un peu en avant de l'axe Terre-Lune. Cela crée une sorte de force qui ralentit la rotation de notre planète, si bien que nos journées s'allongent, mais tellement lentement que nous devons encore nous en tenir à notre journée de 24 heures pendant très longtemps. Le noyau de la Terre semble certainement très éloigné de nous, mais la distance n'est pas si grande que ça, 3000 km, soit moins que la longueur de la route 66 aux États-Unis. Le plus fort tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili avec une magnitude de 9,5. Si un tremblement de terre atteignait un jour une magnitude de 12, il pourrait scinder notre planète en deux. De plus, un tremblement de terre peut se produire à plus de 650 km sous la surface. C'est pourquoi les gens de l'autre côté de la planète peuvent littéralement le sentir. Notre planète compte environ 100 millions de fois plus de virus qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers. Les nuages ne sont pas seulement ces choses duveteuses dont nous aimons parfois observer les formes. Ils aident en fait à réguler la température de la Terre. Si nous pouvions extraire toutes les gouttelettes d'eau des nuages et les poser sur la surface, cela couvrirait la planète d'un film liquide aussi épais qu'un cheveu humain. Et pourtant, une si petite quantité d'eau apporte suffisamment de différence en termes de climat. Notre planète serait plus chaude de 1,5 degré Celsius s'il n'y avait pas de nuages. Imaginez un endroit où un seul jour dure plus longtemps qu'une année entière. Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, est aussi long que 243 jours sur Terre. Et ce qui est encore plus étrange, en dépit du fait que Vénus connaisse un jour sans fin, c'est que son année est plus courte que celle de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Vénus le fait en seulement 225 jours. Donc, d'une certaine manière, pour Vénus, un jour est plus conséquent qu'une année entière. Vénus est une planète étrange de façon générale. On la surnomme la jumelle de la Terre en raison de nos ressemblances, bien qu'elle soit un peu plus petite que notre planète. Mais il y a aussi des différences drastiques. Par exemple, elle tourne dans le sens opposé, ce qui signifie que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Et Vénus n'est pas la seule à danser selon son propre rythme. Uranus en fait de même. Et enfin, c'est un peu la folie sur Vénus en termes d'atmosphère. Quand vous êtes debout sur Terre, vous ne ressentez pas vraiment le poids de l'air autour de vous. Eh bien, sur Vénus, cette sensation serait comparable à un éléphant assis sur vos épaules. Vénus possède une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère y consiste en une épaisse couche de gaz toxiques. Par exemple, le dioxyde de carbone qui est libéré par tous les volcans. Il applique une pression incroyable. Ceci se traduit par des températures incroyablement élevées. Il n'est donc guère étonnant qu'il nous faille encore attendre avant de pouvoir un jour poser le pied sur cette planète. Pendant ce temps, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite encore plus courte que celle de Vénus. Elle effectue un voyage complet autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres environ. Cependant, elle a une rotation lente sur son axe, ce qui signifie qu'un jour sur Mercure dure environ 176 jours terrestres. En gros, une demi-année pour nous. Tout comme avec Vénus, une journée y dure beaucoup plus longtemps qu'un an. Comme c'est la planète la plus proche du Soleil, il n'est pas surprenant que Mercure connaisse des variations de température extrêmement élevées. En journée, celles-ci peuvent excéder les 420 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Mais attendez le coucher du Soleil. La nuit, elles redescendent à un glacial moins 180 degrés. C'est parce que Mercure n'a pas une atmosphère épaisse comme la nôtre, donc la chaleur ne se distribue pas uniformément à travers la planète. Si un côté est plongé dans l'obscurité, il sera extrêmement froid, et l'autre côté sera brûlant. Exactement comme si vous laissiez un gros rocher ordinaire sous le soleil pendant un moment. En fait, il y fait tellement froid qu'il pourrait même y avoir de la glace dessus. Regardez la région du pôle nord de la planète. Surtout ces taches jaunes, éclairées par le soleil à l'intérieur des cratères. Elles indiquent peut-être la présence de glace d'eau. Et il s'avère que l'eau est beaucoup plus courante dans l'espace que nous ne le pensions. Mars est souvent surnommée la planète rouge. Elle doit ce surnom à l'abondance d'oxyde de fer, ou de rouille, qui recouvre sa surface.
Les minéraux riches en fer créent cette teinte rougeâtre qui colore le paysage martien. Mais il s'avère que Mars n'est pas simplement rouge. Si vous vous teniez sur Mars, vous verriez un terrain semblable à un désert de couleur caramel, baignant dans une lueur dorée. Un peu de brun ici et là, et même de légers reflets verdâtres. Mars possède également la plus grande montagne de tout le système solaire, Olympus Mons. D'une hauteur vertigineuse d'environ 22 km de haut, elle est bien plus haute que le mont Everest. Elle a été formée par l'éruption d'une lave à faible viscosité, créant une structure similaire à un bouclier. Étant donné que Mars est recouverte de sable, elle est aussi célèbre pour ses fantastiques tempêtes de poussière. Mais il s'avère qu'elles sont encore plus insensées que ce que nous pensions. Ces tempêtes peuvent durer des mois. Bien qu'elles puissent présenter des défis pour les futures missions humaines, elles contribuaient également à l'aspect irréel de la planète lorsqu'elle est observée de loin. Et il nie pas que les tempêtes à prendre en compte, mais également les tremblements de Mars. Également connus sous le nom de trémors sismiques, ils ont été détectés pour la première fois par la NASA en 2019. Contrairement aux tremblements de terre, qui sont souvent déclenchés par des mouvements de plaques tectoniques, on pense que les tremblements de Mars résultent du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète. Il est intéressant de voir à quel point les deux planètes sont similaires, et pourtant si différentes. Les anneaux emblématiques de Saturne pourraient détenir un secret lié au passé ancien de la Terre. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de débris, et sont estimés être relativement jeunes à l'échelle cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années environ. Maintenant, certaines théories avancent qu'ils seraient nés après une catastrophe de grande ampleur. La collision de deux grandes lunes, ou la désintégration d'une comète, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie coïncide avec l'âge de l'extinction des dinosaures sur Terre. Y aurait-il un lien? Qui sait? Au fait, bien que Saturne remporte le gros lot pour ses anneaux, elle n'est pas la seule planète de notre système solaire à en avoir. Jupiter, Uranus et Neptune ont également leurs propres ensembles d'anneaux, bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi visibles et impressionnants que ceux de Saturne. Cependant, il y a quelque chose par laquelle Saturne se distingue vraiment, le magnifique hexagone de son pôle nord. C'est une figure colossale à 6 côtés. Et chaque côté de cette structure incroyable mesure environ 14 500 km de long, soit 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Les scientifiques ne sont pas certains de comment cet hexagone s'est formé ni pourquoi. Ils pensent que cela pourrait être dû à des vitesses de vent variables. Ou peut-être est-il façonné par un jet stream localisé, lent et sinueux. Pour le moment, il demeure un autre des mystères de Saturne. Tout comme l'hexagone de Saturne, Jupiter a aussi sa propre tache étrange. On l'appelle la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une tempête qui fait rage depuis au moins 350 ans et qui est à plus grande que la Terre elle-même. Malgré son nom, la couleur de ce point a varié au fil des ans, allant du rouge brique au rose saumon pâle. Les scientifiques continuent d'étudier cette tempête tenace, perçant les mystères de sa persistance et de ses volutes changeantes. Sur le plan météorologique, la Grande Tache Rouge est un véritable épicentre. Elle génère une énorme pression dans l'hémisphère sud de Jupiter. Pendant ce temps, Jupiter elle-même n'est pas en reste en ce qui concerne les champs magnétiques. Son influence est colossale. Elle s'étend bien au-delà de la planète elle-même et crée l'un des champs magnétiques les plus vastes et les plus puissants de notre système solaire. À cause de cela, Jupiter est une source de radiation intense et de fascinantes aurores, alors que les aurores boréales de la Terre sont à couper le souffle. Jupiter a aussi quelque chose à offrir. Son champ magnétique interagit avec les particules chargées provenant des lunes de Jupiter et du vent solaire. Cela crée des aurores visuellement frappantes au niveau de ses pôles. Cependant, par rapport à la Terre, l'échelle de ces aurores est phénoménale. Rien de comparable à ce que nous observons sur notre planète. Mais même ce type de grande tache n'est pas une caractéristique unique au sein de notre système solaire. La géante orageuse, Neptune, la 8e et la plus éloignée des planètes du Soleil, a aussi sa propre grande tache sombre. Tout comme avec Jupiter, c'est un immense vortex au beau milieu de l'atmosphère de Neptune. Mais contrairement à son homologue jupitérienne, cette tache a tendance à apparaître et disparaître en raison de la météo dynamique et extrêmement changeante de Neptune. Neptune, tout comme Uranus, est une autre géante glacée. Et tout comme les autres géantes, elle possède certains des vents les plus violents de notre système solaire. Ces courants supersoniques peuvent atteindre une vitesse supérieure à 1900 km/h. Et oui,
ça ne rigole pas. Mais cela explique ces épaisses formations nuageuses. Au fait, si vous avez déjà rêvé d'une planète où il pleut des diamants, vous pourriez être intéressé par cette planète. Profondément dans l'atmosphère de Neptune, où les pressions sont extrêmes, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les atomes de carbone seraient si comprimés qu'ils en forment des diamants. Ces diamants pourraient ensuite s'abattre comme une pluie. Quelle touche unique pour un bel orage! Les lunes de Neptune ont hérité de leurs parents cette météo étrange. Par exemple, sa plus grande lune, Triton, présente une touche de cryovolcanisme. Au lieu de vomir des roches en fusion comme les volcans terrestres, les cryovolcans de Triton éclatent avec un mélange d'eau, d'ammoniac et d'azote. Cela s'apparente à des geysers de glace projetant leur matière dans l'espace. On dirait que, dans notre seul système solaire, chaque planète a ses propres particularités fascinantes. Espérons que nous découvrirons d'autres choses intéressantes dans l'espace avoisinant à l'avenir. Imaginez une minuscule particule, comme un proton, filant vers votre main à 99,99% de la vitesse de la lumière. Sentiriez-vous quoi que ce soit quand elle vous frappe? La nuit du 15 octobre 1991. Une particule mystérieuse a traversé l'espace avec l'énergie d'étoiles entières concentrée en de minuscules atomes. Cette énergie représentait 40 millions de fois l'énergie des protons les plus puissants jamais développés dans nos accélérateurs de particules les plus avancés, comme le Grand Collisionneur de Hadron. Et de plus, elle était prodigieusement rapide. Sa trace lumineuse dépassait même la limite ordinaire de vitesse des particules. Selon certains scientifiques, toute particule allant aussi vite devrait forcément ralentir. Mais celle-ci ne se souciait pas des règles. Elle a continué de filer juste un tout petit peu plus lentement que la vitesse de la lumière. Le scientifique John Linsley était si choqué qu'il s'est exclamé « Oh my God !» en examinant ces données pour la première fois. Et c'est ainsi qu'on a baptisé cet objet, la particule « Oh my God ». Maintenant, imaginez une particule ordinaire, comme un photon, qui se déplacerait dans l'espace à côté de ce bolide. Eh bien, la particule OMG recèle une énergie qui est 100 trillions de fois plus grande que celle des photons. De notre point de vue terrestre, il faudrait plus de 215 000 ans aux photons pour prendre la moindre avance. Si nous examinons son énergie, ce serait comme une balle de baseball lancée à près de 100 km/h, ce qui ferait assez mal si vous l'attrapiez à main nue. Mais étonnamment, si la particule OMG vous frappait, vous ne ressentiriez rien. Elle passerait simplement à travers votre main. Elle pourrait disperser quelques autres particules autour, mais l'impact serait imperceptible dans l'ensemble. Et tout cela est dû à la nature des rayons cosmiques. Lorsque vous êtes dans l'espace, des tas de particules invisibles se précipitent autour de vous à des vitesses incroyablement élevées. Elles s'apparentent à de petites boules surchargées d'énergie. Ces particules rapides sont ce que l'on appelle des rayons cosmiques. Nous observons généralement les conséquences de leur danse atmosphérique au niveau de la mer. La plupart de ces rayons cosmiques sont composés de protons isolés avec juste une touche de particules plus lourdes. Plus la concentration d'énergie est élevée, plus rare est le rayon. Ils proviennent de divers endroits de l'univers et se déclinent en deux saveurs. Les rayons cosmiques galactiques provenant de l'extérieur de notre système solaire et les particules d'énergie solaire émises par notre astre. Nous sommes principalement protégés contre ceux-ci par la bulle magnétique de notre Terre, la magnétosphère. Ce bouclier protecteur dévie de nombreuses particules chargées, y compris les rayons cosmiques, loin de notre planète, ou les redirige vers les régions polaires. Et devinez ce qu'ils causent là-bas, c'est exact. Les célèbres aurores boréales et australes. Ce phénomène lumineux que l'on observe souvent dans les régions arctiques et antarctiques est causé par des voyageurs de l'espace extra-atmosphérique. Mais ce n'est pas comme si aucun n'atteignait jamais notre planète. À vrai dire, nous sommes entourés de rayons cosmiques, de partout. Des milliers de ces rayons virevoltent autour de nous à chaque instant. Et ils ne font pas que nous entourer. Ils nous frappent et traversent nos corps. Toutefois, nous ne ressentons rien malgré tout cela. C'est parce que, quoi qu'ils soient très chargés en énergie, ils demeurent infiniment petits et leur masse est infime. En fait, ils sont si minuscules qu'ils passent souvent à travers l'espace qui existe entre les atomes, et même à l'intérieur des atomes eux-mêmes, avec une interaction minimale. Pour toutes ces raisons, nous avons ignoré leur existence jusque dans les années 1910. Il y a longtemps, des scientifiques ont découvert que l'air en altitude présentait un phénomène particulier appelé ionisation. L'ionisation est lorsque les atomes ou les molécules gagnent ou perdent leurs charges électriques, se transformant en ions. En termes plus simples, c'est comme donner une charge positive ou négative à une chose neutre.
un atome ou une molécule. Ces particules chargées peuvent alors se comporter de façon très intéressante. Par exemple, elles jouent un rôle dans le courant électrique et permettent à des choses comme les lampes et les appareils électroniques de fonctionner. Dans tous les cas, les scientifiques voulaient en savoir d'où venait cette dernière. On a d'abord pensé qu'elle provenait d'éléments radioactifs dans le sol. Mais par la suite, au début du XXe siècle, quelques scientifiques sont montés en ballon et ont découvert que cette ionisation augmentait à mesure que l'on gagnait en altitude. Il s'avère qu'une chose provenant de l'espace lointain, et non du Soleil, provoquait cette ionisation. Les scientifiques ont appris pas mal de choses au sujet de ces rayons au fil des ans, comme leur provenance et ce qui les constitue. Et c'est ainsi que les rayons cosmiques ont été identifiés. La mystérieuse particule OMG dont nous avons parlé plus tôt faisait partie de ces rayons cosmiques. Cette particule a été repérée en 1991 par le détecteur de rayons cosmiques à œil de mouche, qui se trouve en Utah. Et à ce jour, elle détient le record du rayon cosmique à la plus haute énergie jamais enregistrée. Bien entendu, cela a éveillé la curiosité des scientifiques. Ils voulaient découvrir d'où venait cette particule surchargée et comment elle avait obtenu cette incroyable vélocité. On a donc décidé de l'étudier. Et plus on l'étudiait, plus on découvrait de choses étranges. Par exemple, on a découvert que le temps lui-même s'étirait autour de cette particule en raison de sa vitesse insensée. La théorie de la relativité restreinte, que l'on doit à Albert Einstein, dit qu'à mesure que vous accélérez, des choses étranges se produisent. Et lorsque vous vous approchez de cette limite proche de la vitesse de la lumière, le temps commence à vous jouer des tours. Par exemple, si la particule OMG a entamé son voyage à partir d'un point situé à 1,5 milliard d'années-lumière, pour la particule, il semblerait que seulement 2 jours environ se soient écoulés quand elle nous a atteints sur Terre. Depuis que les scientifiques ont découvert cette incroyable particule Oh my God, ils ont détecté des centaines d'événements à très haute énergie similaires qui se produisaient dans l'espace. Mais il est extrêmement difficile de comprendre pourquoi ils se déplacent de telle façon. Toutes les théories ont leurs propres failles. Parmi les suspects se trouvent les supernovae, des explosions d'étoiles massives, débordant de champs magnétiques et d'énergie. Il semblerait néanmoins que même leur incroyable énergie ne soit pas suffisante pour créer une particule OMG. Une autre suspecte était Centaurus A, une galaxie active assez proche. Mais cette théorie est difficile à prouver, parce que le champ magnétique de la Voie lactée altère la trajectoire des rayons cosmiques. Bien sûr, il existe quelques autres possibilités aussi délirantes qu'exotiques, comme les défauts topologiques du Big Bang ou de mystérieuses interactions au sein de la matière noire. Les chercheurs explorent également des idées encore plus audacieuses. Qui sait, peut-être est-ce vraiment un bouleversement des lois de la physique. L'astrophysique des hautes énergies est également très utile pour étudier et comprendre les rayons cosmiques. C'est un domaine d'étude qui explore des éléments hautement énergétiques de l'espace, comme les événements cosmiques extrêmes. Les scientifiques cherchent à comprendre comment les rayons cosmiques sont liés aux événements qui se produisent de là-bas. Hélas, même après presque 30 ans de travaux, la véritable origine des particules OMG demeure un mystère. Mais heureusement, des études récentes pourraient nous apporter quelques éléments de réponse. Dans les vastes déserts de l'Utah, se trouve un véritable réseau de télescopes qui recherchent des particules rapides appelées rayonnements cosmiques à ultra haute énergie. Imaginez un immense système de détecteurs disséminés à travers le désert et surveillant les particules en permanence. Et voici ce qu'il a récemment découvert. Il y aurait une zone spécifique dans la constellation de la Grande Ourse. Au début, les scientifiques n'en pensaient pas grand-chose, mais par la suite, ils ont analysé les données en profondeur et ont réalisé son importance. Cette zone exceptionnelle est un point chaud, d'où pourraient provenir ces rayons cosmiques. Et il a presque 100% de chances d'exister. Cela s'apparenterait à la source d'énergie cachée de l'univers. Mais quelle est cette source et pourquoi existe-t-elle ? Les rayons cosmiques n'intriguent pas seulement les astronomes. Ils ont aussi des applications terrestres. En 2017, des chercheurs ont utilisé des rayons cosmiques pour découvrir un espace caché dans la pyramide de Khéops. Ils ont utilisé la tomographie par muons, une méthode qui examine les rayons cosmiques pénétrant dans des objets solides. Et c'est ainsi que les scientifiques ont dévoilé les secrets de l'ancienne structure. Les chercheurs s'en servent également pour regarder à l'intérieur des volcans. Ils utilisent la même méthode qu'avec les pyramides. Lorsque ces rayons traversent un volcan, les scientifiques peuvent étudier comment ils se déplacent pour générer des images de ce qui se trouve à l'intérieur. Cela les aide à déterminer où se trouvent différents matériaux dans le volcan.
et à surveiller tout signe indiquant qu'ils pourraient entrer en éruption. Donc, plus nous en apprenons à leur sujet, plus nous nous approchons de percer les mystères de notre univers. Les scientifiques ont dû concevoir de meilleurs détecteurs afin d'en apprendre davantage. Et grâce à toutes ces nouvelles technologies, ils découvrent des choses très rapidement. Attendons maintenant de savoir quelles vérités ils découvriront à l'avenir. Je voudrais t'emmener dans un endroit qui semble être hors du commun. La vie à l'intérieur de cette grotte a été isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Tu peux d'ailleurs t'en rendre compte par toi-même. En raison d'un isolement aussi long, les conditions à l'intérieur de la grotte de Mauville sont inégalées sur notre planète. On y trouve un écosystème exceptionnel, même si la lumière du soleil manque cruellement à l'intérieur de la grotte et que l'air y est toxique. La grotte, située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire en Roumanie, a été découverte pour la première fois en 1986. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. De plus, les cavernes centrales sont gardées naturellement par d'étroits tunnels de calcaire et des puits verticaux. Si tu es claustrophobe, tu ferais mieux de ne pas entrer dans cet endroit. Dans les profondeurs de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. En revanche, il renferme beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Ce n'est donc pas l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la caverne. Mais malgré, ou plutôt grâce à, ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. Il est surprenant de constater que la vie semble y être en plein essor. Lors d'une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces, dont 33 étaient propres à la grotte. La plupart des créatures qui peuplent la grotte sont minuscules, avec de longs membres et des antennes qui les aident à se diriger dans l'obscurité. Ces créatures sont incapables de voir et n'ont pas de pigments, et c'est logique. Pourquoi avoir besoin de voir si l'on vit dans l'obscurité totale? Et pourquoi avoir besoin d'être beau et coloré si personne ne peut vous voir? Je vais maintenant te faire découvrir une autre grotte, qui n'est pas moins étonnante, mais dont l'aspect est très différent. Il s'agit de la grotte des cristaux géants, ou grotte des cristaux, au Mexique. Ces cristaux gigantesques ont été découverts en 2000 par une société minière après que l'eau a été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont vu les cristaux après avoir pénétré à pied dans la grotte asséchée. Ces cristaux impressionnants sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Ils sont ancrés dans les murs et dans le sol de la grotte brûlante. Les scientifiques estiment que les cristaux pourraient avoir poussé pendant un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges que l'on peut marcher dessus. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à la base, a été poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de l'eau a fini par descendre en dessous de 58 degrés Celsius. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules devenaient petit à petit du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte. Et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Il n'est pas nécessaire de s'envoler dans l'espace pour observer un trou noir de plus près. Des scientifiques ont trouvé quelque chose de très similaire au trou noir dans l'océan Atlantique Sud. L'attraction gravitationnelle d'un trou noir est tellement énorme qu'une fois que quelque chose est attiré à l'intérieur, il n'a aucune chance de s'en échapper. Même la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Les trous noirs océaniques semblent presque aussi puissants que leurs homologues de l'espace. Mais au lieu d'attraper la lumière, ils font de même avec l'eau. Les tourbillons océaniques sont des tourbillons massifs qui tournent à contre-courant. Ils brassent généralement des milliards de tonnes d'eau, et la plupart d'entre eux sont plus grands qu'une ville. Ces tourbillons sont si puissants que rien de ce qui est piégé par eux ne peut s'échapper. Mais le plus effrayant, c'est que tu risques de ne même pas remarquer que tu te diriges vers l'un d'entre eux. Ces choses sont si énormes que tu n'en verras les limites que lorsqu'il sera trop tard. Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer les tourbillons océaniques à l'aide de satellites, ils ont découvert les limites de plusieurs tourbillons. Ils ont ensuite réussi à prouver que, mathématiquement, ces tourbillons sont identiques au mystérieux trou noir de l'espace.
Les tourbillons massifs sont entourés de barrières très étanches, où les fluides se déplacent en boucles fermées. Même l'eau ne peut sortir de l'intérieur de ces boucles. C'est pourquoi les tourbillons océaniques serrés jouent sur le rôle d'énormes conteneurs. L'eau qui s'y trouve peut être totalement différente de l'océan qui entoure un tourbillon. Et je ne parle pas seulement de sa température. La teneur en sel à l'intérieur et à l'extérieur d'un tourbillon est souvent différente. Sur la fine langue de terre de Courlande qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, se trouve l'un des endroits les plus étranges de la planète. Les habitants de la région l'appellent la forêt dansante, car les pins de cette forêt ont des formes étonnamment inhabituelles. Ils se tordent en spirale et en cercle le long du sol. Il existe bien sûr des théories pour expliquer ce phénomène. Certains prétendent que d'énormes quantités d'énergie positive et négative se sont jadis affrontées à cet endroit. D'autres, plus terre à terre, pensent que la raison est géologique. Le sol sablonneux de la région est trop instable pour permettre aux arbres de pousser à la verticale. L'idée la plus répandue est que les vents forts soufflant de l'eau influencent la forme des arbres. Quoi qu'il en soit, les experts n'ont pas encore tiré de conclusion définitive. Regarde ces agroglyphes sous-marins. Ils ont été repérés pour la première fois en 1995, près de la côte sud du Japon. Les plongeurs locaux ont appelé ces structures de 2 mètres de large des cercles mystérieux. L'énigme est restée dans les esprits pendant près de 16 ans, jusqu'à ce que le coupable soit enfin démasqué. Imagine la surprise des chercheurs lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un poisson globe mâle. Le poisson a besoin d'un peu plus d'1 semaine pour construire un cercle, et l'esthétique est évidemment cruciale. Un mâle nage à l'intérieur du cercle, creusant des vallées dans le sable avec ses nageoires. Mais ce n'est pas tout. Les poissons utilisent également des coquillages et des coraux pour décorer certaines parties de leur cercle. Toute cette activité de construction d'un cercle a également une utilité pratique. La façon dont le poisson mâle nage pousse le sable vers le centre du cercle et crée un monticule qui servira plus tard de nid. Le prochain mystère de notre liste se trouve dans les Caraïbes. Au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. C'est le Grand Trou Bleu. Il mesure environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, ce trou était une grotte. Mais la montée des eaux l'a rempli et il s'est effondré sur lui-même. Plus on descend dans les eaux cristallines du Grand Trou Bleu, plus il devient sombre. On y trouve des tonnes de grottes remplies de stalactites. Mais il est extrêmement dangereux d'y pénétrer, à moins de vouloir se perdre irrémédiablement. Une fois que tu auras atteint une profondeur de 15 mètres, tu remarqueras que l'eau est scintillante. C'est la ligne invisible qui sépare le sommet salé du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il serait peut-être bon de faire demi-tour dès maintenant, car qui sait ce que tu pourrais trouver dans ces profondeurs obscures. Une vieille légende amazonienne parlait d'une rivière si chaude qu'elle bouillait. On pensait qu'il s'agissait d'une simple légende jusqu'à ce que le géoscientifique péruvien Andrés Russo se demande si cette rivière pouvait être réelle. Tous les experts ont réfuté cette possibilité. En effet, les rivières bouillantes chaudes existent bel et bien, mais uniquement dans les régions où se trouvent des volcans. Or, il n'y a pas de volcan dans la partie du pays mentionnée dans la légende. Mais Andrés Russo était trop déterminé pour abandonner. En 2011, il a enfin localisé la rivière des légendes. L'eau qu'elle contenait était effectivement brûlante. Sa température était de 85 degrés Celsius. Pas bouillante, mais assez proche de ce point. Mais ce qui a le plus choqué le chercheur, c'est la taille de la rivière. On pourrait penser que l'eau presque bouillante est le résultat de l'activité d'une source thermale sous-marine. Mais les piscines thermales sont toujours petites, alors que la rivière a une profondeur de 6 mètres et coule sur près de 6 kilomètres. C'est la seule rivière de ce type sur notre planète.